Monsieur Cantu? Il y a diverses questions qui m'ont été posées s'agissant de la nécessité de l'irrigation, de barrages. En effet, il y a un grand retard dans ce domaine et un regard qui est en quelque manière artificiel pour deux raisons. Première raison, c'est que depuis une vingtaine d'années, une énorme campagne suscitée par des organisations non gouvernementales du Nord, et en particulier d'Amérique du Nord, a fait une pression extrêmement puissante, notamment sur la Banque mondiale et les banques régionales de développement, pour arrêter les constructions de barrages, alors qu'il y a 100 fois plus de capacité de stockage d'eau aux États-Unis que dans l'ensemble de l'Afrique, si ma mémoire est bonne. Il est bien évident qu'il faut il faut reprendre ces travaux et il faut les reprendre chaque fois qu'on le peut dans une gestion transfrontalière. Le cas que vous avez cité du barrage sur le Nil est exemplaire. Le Nil est un fleuve qui parcourt 11 pays. Il y a une organisation de la gestion du Nil qui travaille bien, mais il est bien évident que le problème dont vous parlez impliquerait deux choses. D'une part, une amélioration encore des méthodes de travail en commun et deuxièmement, le financement correspondant. Je viens aux questions de financement qui sont posées indirectement par votre question sur la manière de cultiver d'une manière économique et vous avez cité l'exemple du sucre, la betterave plutôt que la canne. Il y a aussi ici un élément essentiel pour amener une exploitation plus rationnelle de l'eau, c'est le tarif. Et il y a énormément d'eau gaspillée, comme on le sait, dans l'agriculture aujourd'hui. L'agriculture du monde entier est loin de fonctionner par goutte à goutte, comme vous le savez. Il est évident qu'il y a là un effort qui ne sera généralisé que si les tarifs de l'eau y conduisent. Plus généralement, la question du financement de l'eau a été étudiée d'une manière assez approfondie au moment de l'adoption des objectifs du millénaire pour l'assainissement de l'eau. Chacun sait que l'assainissement de l'eau coûte 4 fois plus cher que l'accès à l'eau des populations. Donc, à partir du moment où on faisait de l'assainissement un objectif du millénaire, on se mettait sur le dos un énorme problème. Eh bien, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il suffirait, alors je mets beaucoup de guillemets dans tout ça, il suffirait de doubler les investissements que l'on réalisait autour de l'an 2000 en matière d'eau pour arriver en 2015 à la réalisation des objectifs du millénaire. Et si l'on prend les différentes sources de financement et que l'on regarde combien une amélioration des méthodes d'accès au marché, par exemple, permettrait d'accroître les financements disponibles, on se rend compte que c'est possible. Et le groupe de travail auquel j'ai participé, qui a fait les propositions qui étaient en amont du sommet d'Évian, a montré qu'en effet, on pourrait très sensiblement dégager plus de ressources pour l'eau, à condition aussi de les employer par des méthodes de public-private partnership qui soulevaient elles aussi quelques réticences du côté des organisations gouvernementales, mais qui sont progressivement levées. Nous pensions à l'époque, dans le groupe de travail en question, que si cet effort-là, qui portait sur la réduction de moitié de la proportion des gens sans accès à l'eau et à son assainissement, était prolongé de 2015 à 2025, on serait arrivé à cette date à réaliser l'objectif, le rêve de l'humanité, qui est d'amener l'eau et l'assainissement à l'ensemble de la population mondiale. Cette question évidemment ne sera pas réalisée de sitôt, mais elle est à portée de l'humanité. Peut-être ce ne sera pas en 2025, mais en 2030. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir un autre objectif, tellement l'eau est centrale pour la vie des hommes et le progrès des économies. Alors, ceci passe aussi d'une manière plus microéconomique par des méthodes de financement des agriculteurs ruraux dont Madame Louise Fresco a parlé tout à l'heure et je m'arrête pour lui laisser la parole. Merci beaucoup. Madame Fresco, quelques mots de conclusion. Bon,
Tout d'abord, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de progrès en agriculture sans irrigation dans les zones où on a des potentialités d'irriguer. Il faut dire que cela explique aussi la grande différence de performance entre l'Afrique et la Chine. En Chine, à peu près 40% des emblavures sont irriguées. En Afrique, ce n'est que 4%. Là, il y a un énorme défi d'investissement en Afrique. Vous avez entièrement raison, il faut chercher les cultures les plus performantes. D'ailleurs, ça me mène à projeter que pour le futur en Chine, on verra probablement un changement vers le blé plutôt que vers le riz, parce que le riz consomme beaucoup plus. Et je crois que ce serait un développement à surveiller de tout près. Deuxièmement, M. Mistral, qu'est-ce qu'on fait pour le Doha? C'est un sujet sur lequel on pourrait s'entretenir pendant 2 heures. Une phrase très brève, c'est il faut absolument résoudre le problème des subventions. Les subventions qu'on donne aujourd'hui, que ce soit dans l'Union européenne que aux États-Unis, qui ont une influence sur le marché international, ne seront plus acceptées par les autres pays. Est-ce qu'on peut continuer à donner une aide aux agriculteurs? Oui, dans certaines conditions, et ce sont ces conditions-là à préciser. Si vous êtes intéressé, j'ai élaboré pour le gouvernement néerlandais un document pour voir comment on pourrait trouver une autre modalité de financement. Je précise que cette question est extrêmement urgente dans le contexte de la gouvernance internationale. I will just switch to English to say, yes, rural indebtedness and suicides, particularly in India, are extremely serious. However, many of those cases, if not most, have to do with private money lenders who charge enormous types of rents on an interest. I think there are some very good cases where commercial banks, which are under international scrutiny, actually do much better. And so the whole possibility, which is not existent in India, for banks to come in and actually work through normal financial services, including savings accounts for farmers, is really something to be studied. Et puis finalement, Monsieur Kay, oui, je dirais l'agriculture moderne, c'est pas nécessairement, je l'ai dit très précisément, c'est pas une agriculture qui a besoin des OGM en lui-même, mais il y a un malentendu, une distorsion dans la perception publique, c'est ce que je voulais dire à la fin. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus l'agriculture, ne comprennent pas comment cela se produit. Et donc il y a cette idée parmi les jeunes dans les pays occidentaux que c'est le biologique qui va résoudre tout. Je vous assure que le biologique ne va pas nourrir le monde, même s'il a un rôle spécifique pour des classes qui peuvent se permettre des produits biologiques. Il y a un travail énorme à faire de prise de conscience pour voir le rôle juste du biologique vis-à-vis du conventionnel. Mais quand je dis conventionnel, je voudrais beaucoup insister sur l'aspect intensification durable. Et de là, le conventionnel peut apprendre quelque chose du biologique maintenant, certainement en ce qui concerne l'utilisation des produits chimiques. Ceci dit, j'insiste absolument, et je dois le faire ici au Maroc, pays du phosphate, il n'y a pas de futur pour l'agriculture sans fertilisants. Merci madame. Merci beaucoup et merci.